Bonjour à tous, je m'appelle Marc et je dirige la recherche chez OpenAI. Hier, nous avons retiré O1 de l'aperçu et l'avons lancé dans ChatGPT. Nous allons bientôt le lancer dans l'API. Si vous n'avez pas suivi O1, c'est notre dernière série d'améliorations de modèles qui permet au modèle de réfléchir un moment avant de proposer une réponse. Aujourd'hui, nous sommes vraiment ravis de présenter notre dernière avancée dans notre programme de personnalisation de modèles. Cela permettra aux utilisateurs de peaufiner O1 sur leur propre jeu de données. Encore une fois, ce n'est pas un ajustement standard. C'est un ajustement par renforcement qui exploite réellement les algorithmes d'apprentissage par renforcement qui nous ont fait passer du niveau avancé de lycée au niveau expert de doctorat pour vos propres cas d'utilisation. Je veux souligner encore une fois qu'il s'agit d'un aperçu de quelque chose que nous allons lancer publiquement l'année prochaine. Mais si vous êtes une université ou un chercheur ou une entreprise, nous vous donnerons des informations sur la façon d'accéder à notre programme de sortie plus tard. Alors pourquoi voudriez-vous cela? Eh bien, cela vous permet de prendre vos ensembles de données précieux et de les transformer en offres uniques qui fourniront la même magie que nous avons pour vos propres utilisateurs et vos propres clients. Donc, je vais laisser John et Jess en dire un peu plus. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle John Ellerton. Je suis ingénieur ici chez OpenAI. Bonjour à tous. Je suis Julie Wong. Je suis chercheuse ici chez OpenAI. Je suis Justin Rees. Je suis biologiste computationnel au Berkeley Lab. Aujourd'hui, nous sommes très enthousiastes de présenter cette nouvelle méthode de personnalisation de modèles pour notre série 01 de modèles. Renforcement du réglage mental, ou RFT en abrégé. Pour la première fois, les développeurs, chercheurs et ingénieurs en apprentissage automatique pourront utiliser l'apprentissage par renforcement pour créer des modèles experts capables d'exceller dans leurs tâches spécifiques dans leur domaine. Nous croyons que tout domaine nécessitant une expertise approfondie dans leur modèle d'IA peut en bénéficier. Donc, si vous travaillez, disons, dans le juridique, la finance, l'ingénierie, l'assurance, celui-ci est pour vous. Par exemple, nous avons récemment collaboré avec Thomson Reuters pour utiliser l'affinement par renforcement afin de perfectionner 01 MIDI pour qu'ils deviennent un assistant juridique dans leur IA co-avocat. Cet outil aide leurs professionnels du droit à accomplir certains de leurs flux de travail les plus analytiques. Ouais. Je ne sais pas si vous le saurez ici, mais l'API de réglage supervisé que nous avons lancé au début de l'année dernière. Et c'est vraiment amusant pour moi. Ce que vous essayez de faire, c'est amener le modèle à reproduire le vôtre qu'il trouve dans le texte ou les images d'entrée. Merci. C'est génial si vous voulez changer le ton, le style ou le format de réponse du modèle. Maintenant, avec le réglage par renforcement ou réglage par carré. Avec un réglage fin par renforcement, c'est en fait différent. Donc, vous n'enseignez pas seulement au modèle à imiter ses entrées. Ce que vous lui apprenez à faire, c'est d'à raisonner de manière entièrement nouvelle sur des domaines personnalisés. Et la façon dont cela fonctionne est que lorsque le modèle voit un problème, nous lui donnons de l'espace pour réfléchir au problème, puis nous évaluons la réponse finale du modèle. Et puis, en utilisant la puissance de l'apprentissage par renforcement, nous renforçons les lignes de pensée qui ont conduit à des réponses correctes et nous décourageons les lignes de pensée qui ont conduit à des réponses incorrectes. Et ce que vous verrez, c'est qu'avec seulement quelques douzaines d'exemples, le modèle apprendra à raisonner de nouvelles manières efficaces sur des domaines personnalisés. C'est fou que tu puisses faire ça avec seulement 12 exemples. Ce n'est pas quelque chose que tu peux faire avec un ajustement dans le traditionnel. domaine des grands modèles de langage et de l'apprentissage automatique de grande ampleur. Quelques dizaines d'exemples, c'est pratiquement rien. Ainsi, pour la première fois, notre plateforme de personnalisation de modèles prendra en charge l'apprentissage par renforcement. Et notamment, c'est la même technique que nous utilisons en interne chez OpenAI pour entraîner nos modèles de pointe comme GPT-40 et la série OAI. Un domaine avec de nombreuses applications passionnantes est la recherche scientifique, mais ne nous croyez pas sur parole. C'est pourquoi nous sommes rejoints aujourd'hui par Justin Rees. Justin est chercheur au Berkeley Lab et un de ses domaines d'études est l'utilisation de méthodes computationnelles pour comprendre les causes génétiques sous-jacentes des maladies rares. Justin, merci beaucoup d'être ici. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur vos recherches et comment un ajustement par renforcement pourrait aider? Merci, c'est génial d'être ici. Donc, l'un des domaines de ma recherche est la maladie génétique rare. Contrairement au nom, la maladie génétique rare n'est en réalité pas rare. Chaque maladie rare prise individuellement est rare, mais ensemble, elles sont en fait assez courantes. Donc, nous parlons de 300 millions de personnes dans le monde qui souffrent d'une maladie rare. Et de plus, ces personnes ont souvent une longue odyssée diagnostique de plusieurs mois à plusieurs années avant de découvrir leurs conditions. C'est comme si toute la population ferait Oui, un petit nombre de personnes. Et donc, sur quoi nous travaillons, ce sont de meilleurs outils et méthodes computationnelles pour réellement rechercher ce qui est important et nous aider à comprendre et traiter ces maladies. Donc, nous faisons notre travail dans un cadre académique en apprenant davantage sur les maladies rares et leurs causes, et l'espoir est de pouvoir faire avancer les soins de santé pour ces personnes à l'avenir. Et maintenant,
Évaluer la neurodysthèse est assez difficile parce qu'il faut avoir deux choses. Il faut avoir une sorte de connaissance experte du domaine sur le côté médical des choses. Et il faut aussi avoir une sorte de raisonnement systématique sur les données biomédicales. Et c'est un domaine où nous pensons que le modèle O peut vraiment nous aider avec ses capacités de raisonnement. Cela a beaucoup de sens. Nos grands modèles linguistiques ont des connaissances spécifiques et nos modèles O1 sont vraiment des raisonneurs systémiques. Donc, il semble qu'il y ait maintenant une assez bonne méthode computationnelle pour aborder certains de ces problèmes. C'est parfait. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le jeu de données que vous utilisez? Bien sûr. SHO, c'était donc une sorte de collaboration entre notre groupe, l'hôpital Charité en Allemagne, le laboratoire de Peter Robinson et l'initiative Monarch. Ce que nous avons vraiment fait, c'était d'extraire des informations sur les maladies à partir de centaines de publications scientifiques qui étaient des rapports de cas sur des maladies rares. Et donc, nous avons en quelque sorte organisé les informations. Et cela comprend des listes de signes et de symptômes qui étaient présents chez le patient et qui ont été exclus chez le patient. Et puis, bien sûr, la maladie dont il souffrait. Et, chose importante pour cette conversation, le gène causal qui était muté et qui causait les problèmes chez ces personnes. Je vois. Donc, vous et peut-être certains médecins essayez de déterminer, étant donné les symptômes d'un patient, quel gène pourrait avoir muté pour causer ces symptômes. Oui, c'est exact. Et donc, quelque chose sur lequel nous travaillons ensemble avec l'équipe d'OpenAI, c'est la formation des modèles O. Pour raisonner plus efficacement sur les causes des maladies. Incroyable. Merci, Justin. Nous allons maintenant vous donner un aperçu de l'affinement par renforcement. Et pour ne pas voler la vedette, nous allons prendre 0,1 mini et le faire dépasser les performances de 0,1 sur cette tâche. C'est le 0,1 que nous avons lancé hier. Et cela est très important car 0,1 mini est un modèle plus petit, plus rapide et moins cher que 0,1. Oui, donc, en utilisant le jeu de données de Justin, nous allons vous montrer que vous pouvez améliorer drastiquement la performance de O1 mini sur cette tâche. Ou, étant donné une liste de symptômes, vous essayez de prédire quel gène pourrait être responsable de la maladie génétique. Et donc, pour donner un aperçu de ce processus, nous allons commencer par examiner les jeux de données qui sont utilisés pour entraîner le modèle et les correcteurs qui sont utilisés pour évaluer le modèle. Ensuite, nous allons effectuer une session d'entraînement sur l'infrastructure de formation d'OpenAI. Et enfin, nous évaluerons le modèle affiné résultant pour voir comment il s'est amélioré par rapport au modèle de base avec lequel nous avons commencé. Pour commencer, nous allons passer à la plateforme de développement OpenAI et nous allons créer un nouveau modèle. Nous avons eu un apprentissage supervisé depuis un peu plus d'1 an. Ce que nous allons faire, c'est sélectionner l'apprentissage par renforcement. Maintenant, nous allons former 0,1, donc nous allons le sélectionner comme modèle de base. Et maintenant, nous devons télécharger un ensemble de données d'entraînement. Maintenant, les ensembles de données d'entraînement, ce sont juste des fichiers JSON-L, ce qui est simplement un fichier où chaque ligne est un exemple sur lequel vous voulez que le modèle soit entraîné. Pour ce cas, Justine et ses collègues ont assemblé un ensemble de données d'environ 1500. Et donc, nous allons procéder et télécharger celui-là. Et juste pour que nous comprenions bien comment fonctionne cet ensemble de données et quelle est cette tâche, nous allons zoomer sur un point de données individuel très rapidement. Voici à quoi ressemble un point de données individuel. Et il y a vraiment 3 éléments importants ici. Le premier est le rapport de cas. Et c'est une description de la patiente et de ses symptômes. Donc, nous voyons que la patiente était une femme de 51 ans. Le début de la maladie n'était pas spécifié. Nous avons une liste de symptômes comme hyperthyroïdisme, hyperparathyroïdie et d'autres symptômes. Comme Justin l'a dit plus tôt, nous avons les symptômes absents. Ce sont les symptômes qui ne sont pas présents. Et c'est important car cela aide le modèle à écarter les gènes qu'il pourrait autrement penser être responsables des symptômes qui sont présents. Ensuite, nous avons les instructions. Et je suis sûr que si vous regardez ce live stream, vous êtes familier avec l'invite. Et donc, tout ce que nous faisons ici, c'est simplement donner au modèle l'invite pour ce que nous voulons qu'il fasse pour cette tâche. Et donc, ce que nous disons, et étant donné la liste des symptômes et le rapport de cas, pouvez-vous énumérer tous les gènes que vous pensez être responsables de la maladie génétique que vous pensez être présente? Et ensuite, nous lui demandons également de fournir une explication sur pourquoi il pense que ces gènes pourraient être responsables. Enfin, nous avons également la réponse correcte. Et donc, c'est le gène que nous savons être responsable. Mais point important, nous ne le montrons pas au modèle pendant le processus d'entraînement. Ce serait tricher. Mais nous l'utilisons en interne pendant le processus d'entraînement pour évaluer les sorties du modèle ou vérifier si le modèle est correct. C'est une tâche assez difficile. Je n'ai certainement aucun espoir de répondre à cette question. Oui, je veux dire, on peut dire que nous sommes loin d'essayer simplement de compter le nombre de R dans le mot fraise. Oui, donc maintenant, lorsque nous donnons au modèle cet invite, ce rapport de cas et ces instructions, le modèle va produire quelque chose comme ceci, ce qui est une liste de gènes qu'il pense pouvoir être responsable. Et, ce qui est important, les gènes sont triés par ordre. Le premier gène de la liste est celui qu'il pense être le plus susceptible d'être responsable. Le deuxième dans la liste est celui qu'il pense être le deuxième plus susceptible, et ainsi de suite. Cool. Alors, nous allons revenir, et ensuite, nous devons télécharger des données de validation, et les données de validation vont être exactement dans le même format que les données d'entraînement. Mais surtout,
Il n'y a pas de chevauchement des gènes corrects entre l'ensemble de données de validation et les données d'entraînement. Et cela signifie que le modèle ne peut pas tricher. Il doit, ou ne peut pas, se contenter de mémoriser une liste de symptômes et les associer aux gènes. Il doit vraiment généraliser à partir du jeu de données d'entraînement vers le jeu de données de validation. Compris. Alors, je veux dire, où intervient la partie renforcement? Vous savez, nous avons parlé de notation. Cela en fait Oui, partie. c'est une très bonne question. Donc, la notation se fait par ce concept de correcteur que nous introduisons ici. Et donc, les correcteurs sont vraiment simples. Ce qu'un correcteur fait, c'est qu'il prend le résultat et il prend la réponse correcte. Et il les compare. Et il retourne un score entre 0 et 1. Et donc 0 signifie que le modèle n'a pas du tout obtenu la bonne réponse. Et 1 signifie que le modèle a obtenu la bonne réponse. Et vous pouvez aussi donner un crédit partiel. Donc, cela peut être n'importe où dans cette plage. Donc, pour cette tâche spécifique, nous avons un correcteur qui ressemble à ceci. Donc, il prend la bonne réponse que nous connaissons et il prend le résultat du modèle, qui est la liste des gènes, et il produit un score. Donc, dans ce cas, FOXY3 est la bonne réponse. C'était le deuxième dans la liste des gènes. Et donc, il obtient un score de 0,7. Je vois. Donc, s'il avait dit FOXY3... 3 était premier sur la liste, j'aurais eu Oui, une exactement. note de 1. Et puis, à mesure qu'il avance dans la liste, le score diminue progressivement jusqu'à 0. D'accord, ça paraît logique. Mais que faire si j'ai une tâche qui n'est pas, vous savez, notée une liste classée? Avons-nous d'autres évaluateurs qui sont plus Oui, généraux? donc nous fournissons une sorte de collection d'évaluateurs qui, selon nous, couvrent assez efficacement l'éventail des intentions possibles que vous pourriez avoir lors du perfectionnement par renforcement, et nous en ajoutons toujours plus. Oui, et finalement, nous espérons vous permettre de définir vos propres correcteurs. Peut-être Oui, oui. soit télécharger un fichier Python ou quelque chose et faire une évaluation personnalisée. Ouais, cool. Donc nous avons défini notre ensemble de données d'entraînement, nous avons défini notre ensemble de données de validation. Laissez-moi copier le correcteur très rapidement. Et maintenant, OpenAI vous permet de définir, vous savez, nous permettons de personnaliser ces exécutions de réglage fin en définissant des divers paramètres. Et nous avons défini des valeurs par défaut, assez bonnes. Donc je vais juste aller ici et cliquer sur Créer. Maintenant, ce que cela fait, c'est que vous savez, nous venons de lancer un travail d'entraînement. Et donc la chose vraiment cool, c'est que vous apportez le jeu de données et vous apportez le correcteur. Et ce sont les endroits où vous avez vraiment une expertise dans le domaine et où vous pouvez réellement contribuer à ce problème. Et ensuite, vous pouvez tirer parti de l'ensemble. Puissance des algorithmes d'apprentissage par renforcement de l'IA et notre équipe complète d'entraînement de modèles distribués pour personnaliser un modèle de pointe. Pour En tant qu'utilisateur, je dois juste apporter mon ensemble de données et le notateur et OpenAI s'occupe Oui, du reste. exactement. Oui. Donc, en fait, les travaux de réglage faits par renforcement peuvent prendre de quelques heures à quelques jours pour s'exécuter. Alors, nous allons passer à un travail que j'ai effectué plus tôt cette semaine sur le même jeu de données, juste pour que nous puissions voir les résultats. Donc, je vais passer ici. J'avais ce travail que j'ai exécuté plus tôt cette semaine. Il s'est terminé avec succès. Il a produit un modèle ajusté pour nous. Et il y a une chose que je veux examiner, qui est le score de validation. Et donc, ce que c'est le score moyen donné par l'évaluateur sur le jeu de données de validation et comment il a changé au cours de l'ajustement. Et donc, ce que nous pouvons voir, c'est que le score augmente. Et comme nous l'avons dit plus tôt, puisqu'il n'y a pas de chevauchement entre le jeu de données d'apprentissage et le jeu de données de validation, cela signifie que le modèle a vraiment appris à généraliser sur notre tâche. Il ne se contentait pas simplement de mémoriser une liste de symptômes et de les associer à des gènes. Donc, vous savez, même si c'est cool, le graphique monte vers la droite, ce que nous aimons voir. Ce serait bien si nous pouvions avoir une meilleure idée de la façon dont le modèle a réellement changé pendant le processus de réglage fin. Et donc, vous savez, nous allons examiner cela de plus près maintenant. D'accord. Donc, nous allons passer au tableau de bord des évaluations, qui est un produit de notre plateforme développeur lancé plus tôt cette année. Il y a beaucoup de chiffres, mais ne vous inquiétez pas, nous allons tout examiner d'entre eux. Donc, j'ai configuré 3 exécutions différentes. Ici, la première était une exécution contre notre modèle 0, un que nous avons publié hier. La deuxième était contre 0, un mini qui était le point de départ de notre travail de fine-tuning. Et enfin, le renforcement fine-tune, 0. Un mini. Maintenant, nous avons vu la récompense monter et aller à droite, mais qu'est-ce que cela signifie réellement pour cette tâche? J'ai mis en place 3 évaluations différentes pour évaluer cela, en quelque sorte. La première est top 1 qui est à quelle fréquence? La bonne réponse est-elle le tout premier élément? Je suis sur la liste. Meilleur 5, c'est-à-dire à quelle fréquence la bonne réponse est dans les 5 premiers éléments de la liste. Et enfin, meilleur au maximum. Avons-nous du tout mis la bonne réponse dans notre liste? Et donc, en regardant meilleur 1, nous pouvons voir que notre point de départ, 0,1 minute, a obtenu 17 sur notre ensemble de données d'environ 200. O1 a obtenu 25 donc ça va mieux. Mais ensuite, notre O1 mini affiné a obtenu 31 J'ai pris une capture d'écran de ceci et je l'ai mise dans le chat GPT et je lui ai demandé de me faire un graphique sur le thème de Noël. Et voici une belle visualisation de ces 9 chiffres que nous avons vus plus tôt. Donc, vous pouvez voir notre point de départ, O1 mini à travers top A1,
top à 5 et top à max. Notre modèle O1 et enfin notre modèle le plus performant qui est ce O1 mini ajusté ici dans ligne rouge pointillée. Alors en regardant ces résultats, qu'en penses-tu, Justin? Eh bien, je pense que c'est une performance assez impressionnante et surtout l'augmentation lors de la validation. Parce que cela implique que le modèle apprend quelque chose de général sur la manière de raisonner sur ce type de données, ce qui est plutôt excitant. Et donc, une question évidente que vous pourriez poser est comment cela se compare-t-il aux outils bioinformatiques existants? Et je n'ai pas vraiment de comparaison directe parce que typiquement, dans ce genre d'expérience, vous fourniriez des données de séquençage génomique et nous ne les avons pas incluses ici. Mais le genre de requête ouverte des modèles ici sur des listes de symptômes incomplètes est nouveau et excitant, je pense. Super, ce sont des statistiques globales, mais regardons les réponses réelles du modèle. Je vais donc passer à cet onglet de données. Filtrons par les passages. Et voici l'entrée que nous donnons au modèle. Le problème, comme John l'a décrit plus tôt, est d'identifier les gènes qui pourraient être responsables d'un ensemble de symptômes observés. Nous avons demandé au modèle de produire un dictionnaire contenant à la fois une chaîne qui explique, vous savez, pourquoi j'ai choisi ces gènes, et bien sûr, les gènes eux-mêmes classés. Et puis, enfin, nous avons également la liste des symptômes. Le patient présente des nodules sous-épandymères, convulsions. Oui, et quelques autres choses. Et nous exécutons ensuite nos modèles. Donc, c'était notre modèle O1. C'était notre modèle mini O1 affiné. Nous lui avons donné cet input. Et maintenant, la sortie est ce dictionnaire que nous avons décrit plus tôt. Donc, raisonnement. La combinaison de nodules subépandymères, crise tubulaire corticale, est indicative de ce complexe qui est couramment causé par des mutations dans ces gènes. Il énumère quelques autres potentiels. Et puis, il dit que TSC2 est le candidat le plus probable. Et si nous revenons à notre réponse, nous verrons que TSC2 est en fait la bonne réponse. Cela nous a permis d'obtenir un passage en tête à 1, en tête à 5 et en tête au maximum. Alors, en regardant ce résultat, Justin, est-ce un résultat utile pour que le modèle renvoie? Oui, absolument. C'est particulièrement utile de voir le raisonnement du modèle et c'est une grande contribution ici. Et aussi, évidemment, la liste classée des réponses. Donc, même si la bonne réponse n'est pas en premier, vous pouvez regarder toutes les possibilités. Il est également formidable, c'est lié de voir que l'affinement améliore les performances dans la liste des réponses possibles. Ainsi, la bonne réponse se rapproche de la première place. C'est gratifiant. Justin, en prenant un peu de recul, comment l'apprentissage par renforcement façonne-t-il votre domaine? Pouvez-vous parler de certaines tendances en biologie? Bien sûr, je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt dans la communauté de recherche et c'est important d'utiliser ces modèles pour ces genres de tâches. Et donc, le sentiment pour ce cas d'utilisation particulier est que la meilleure solution à court terme est probablement une solution hybride entre les outils de bioinformatique existants et ces modèles comme 0,1. Et donc, cela, je pense, est un excellent progrès dans la caractérisation des forces de ces modèles. Et aussi comment nous pouvons utiliser des outils comme l'ajustement fin pour améliorer les performances. Et donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas vraiment de référence comparable pour comparer les deux. C'est certainement un progrès dans la manière dont nous pouvons utiliser ces modèles pour comprendre les maladies. Et ensuite, dans un sens plus large, comment nous pouvons intégrer ces modèles dans un flux de travail qui améliorera finalement les soins de santé pour ces personnes. Incroyable. Merci, Justin. Ainsi, bien que nous venions de vous montrer une application passionnante du réglage fin par renforcement dans la recherche scientifique, il s'agit d'une technique à usage général. Nous avons vu des résultats prometteurs dans les ensembles de données provenant de la biochimie, de la sécurité de l'IA, du domaine juridique et également dans le domaine des soins de santé. Nous pouvons penser à des centaines d'exemples ou de tâches supplémentaires pour lesquelles nous pourrions utiliser ce modèle, mais nous savons que vous pouvez probablement en imaginer encore plus. C'est pourquoi nous sommes si enthousiastes à l'idée d'élargir notre programme Alpha aujourd'hui pour permettre à plus de personnes de repousser les limites des capacités de nos modèles O1 sur les tâches qui leur importent le plus. Oui, donc, vous savez, nous avons travaillé avec un petit groupe de partenaires de confiance pour vraiment tester le réglage fin par renforcement. Et aujourd'hui, nous élargissons l'accès Alpha via ce que nous appelons le programme de recherche sur le réglage fin par renforcement. Donc, vous savez, ce programme est idéal pour les organisations qui travaillent actuellement sur des tâches très complexes avec des équipes d'experts et qui pensent pouvoir bénéficier de l'aide de l'IA sur ces tâches. Donc, vous savez, si vous êtes intéressé par l'une de ces places limitées, vous pouvez trouver un lien vers la demande dans la description de ce live stream. Et comme Marc l'a dit plus tôt, vous savez, nous prévoyons de lancer ce produit, Renforcement Fine-Tuning,
publiquement au début de l'année prochaine. Oui, nous sommes tous vraiment enthousiastes de voir ce que vous ferez avec le renforcement de la finale. Rien ne nous rend plus heureux que de voir nos modèles être adaptés et utilisés pour faire progresser les connaissances scientifiques dans le monde réel. As-tu Eh une bien, blague pour justement, nous j'en aujourd'hui? ai une. Comme ça devient une tradition, j'ai une blague sur le thème de Noël. Alors, vous savez, nous vivons à San Francisco. Les véhicules autonomes sont très en vogue. Et en fait, le Père Noël essaie aussi d'entrer dans le jeu. Il essaie de faire un traîneau autonome, mais pour une raison quelconque, ces modèles n'arrivent pas à identifier les arbres et le traîneau percute des arbres de tous côtés. Avez-vous des idées pourquoi? Non. Il n'a pas pris soin de son modèle. Oh, bon sang, d'accord. Alors, rejoignez-nous la semaine prochaine. Nous aurons beaucoup plus à partager. Merci.